Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le docteur Christelle Collal. Normalement, si tout va bien, vous devez voir mon écran. Merci Manuel pour l'introduction. Et donc, comme tu le disais, en fait, donc moi, je suis médecin, je suis généticienne et je suis donc responsable de l'unité de génétique clinique de l'Institut Curie, là où se font les consultations oncogénétiques. Et donc, on a une activité évidemment autour des tumeurs de l'œil. Entre autres. Et donc, je vais essayer de vous faire un peu un panorama de ce qu'on sait aujourd'hui des prédispositions au mélanome uvéal. Et puis, bien sûr, vous pourrez poser des questions à la fin donc, de la présentation. Alors, en fait, je vais commencer un peu par des généralités. C'est finalement, je vous montre un peu le plan de ce que je vais suivre. Je vais vous parler des prédispositions héréditaires en général, quand est-ce qu'il faut y penser. Après, je vais évidemment être plus précis sur ce qu'on sait sur les prédispositions au mélanome uvéal, vous dire en pratique comment ça se passe, et puis qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas. Comment on peut éventuellement aller plus loin côté recherche. Alors, pour commencer par qu'est-ce que c'est une prédisposition héréditaire, en fait, il faut savoir que c'est la présence, en fait, d'une anomalie génétique, d'une altération génétique, d'une mutation, on peut appeler ça aussi, ou d'un variant génétique, au niveau constitutionnel. Donc, constitutionnel, ça veut dire que c'est une variation qui est présente dans toutes les cellules de la personne. On est généralement né comme ça. Et le fait d'être porteur de cette anomalie génétique va augmenter le risque de survenue d'un certain type de cancer. Donc ça, c'est valable pour toutes les prédispositions. Il faut savoir que ça représente à peu près, suivant les types de cancers, à peu près 5% des cancers qui vont être en rapport avec une forme héréditaire. Et donc cette anomalie génétique, elle peut être héritée d'un des deux parents ou être arrivée, comme on dit, de novo, c'est-à-dire être accidentelle. Et donc je vous l'ai illustré là, par exemple, vous avez donc un couple qui a eu un enfant, et en fait vous avez un des deux parents qui est porteur. Alors je vous ai mis cette représentation-là parce que je vais l'utiliser après. Les gènes, on les a toujours en double. En fait, on a toujours deux copies de chaque gène, qui vient de chaque parent. Et donc, dans les prédispositions dont on parle, il y a une copie qui est abîmée, qui est déjà présente chez un parent et qui, du coup, a un risque sur deux d'être transmis aux enfants, parce que chaque parent va donner une copie de ce gène. Et donc, ici, c'est l'exemple du papa, mais va donner soit la copie normale, soit la copie abîmée. Il y a donc 50% de risque de transmission aux enfants. Et puis, il y a certains cas, je vous disais, où en fait, aucun des deux parents n'a d'anomalie, mais pourtant, on a quand même une personne qui se retrouve avec une des deux copies qui est abîmée, et simplement parce que cette copie est survenue accidentellement au moment de la conception, au tout premier moment de la vie. Il n'y a pas de... C'est le hasard, ça pour le coup, il n'y a pas de facteur de risque particulièrement pour avoir ces mutations. Et dans ce cas-là, ça s'appelle une mutation de novo. Alors, juste pour la suite, en fait, vous allez voir que je représente, en fait, en génétique, on représente souvent les arbres généalogiques comme ça, avec donc des ronds pour représenter les femmes, des carrés pour représenter les hommes. Et donc là, c'est un couple avec un enfant. Voilà, juste pour que vous y retrouviez dans les prochaines diapositives. Alors, en fait, voilà un peu comment ça marche. Là, je vous ai représenté, on va dire, deux yeux avec les cellules de l'œil. Quand on n'a pas d'anomalie génétique, pour arriver jusqu'à une tumeur, en fait, il va y avoir, en gros, c'est un modèle en deux étapes. Il va falloir que déjà, il y ait une première mutation, donc qui va inactiver une copie d'un gène. Ça peut arriver accidentellement, mais comme on a encore la copie normale dans les cellules, il n'y a pas de cancer. Et puis, avec le temps, pas de chance, par hasard, il y a de temps en temps une cellule, par exemple celle-là qui a déjà eu une anomalie, qui va en fait inactiver la deuxième copie du gène par accident, et là va se développer une tumeur à ce niveau-là, puisqu'il n'y a plus de copie normale. Ça, c'est pour un cancer sans prédisposition. Et donc, il faut du temps, en fait, pour que ces deux événements arrivent. Et quand on a une prédisposition, et donc c'est-à-dire quand on est porteur d'une anomalie déjà, on va avoir des formes de cancer plus précoces, parfois multiples, parfois bilatérales, donc dans les yeux des deux côtés du coup, simplement parce qu'en fait, on est déjà dans cette première situation dès la naissance en fait. On a déjà toutes nos cellules de tous les organes qui ont une anomalie. Et donc, finalement, la probabilité qu'il y ait une des cellules qui s'abîme et qu'il y ait une deuxième anomalie, elle est plus élevée. Et donc, on peut se retrouver avec deux tumeurs dans le même œil, par exemple, ou une de chaque côté. Ça, c'est un peu le hasard qui fait que ça se développe dans telle ou telle cellule.
Et donc, on a plusieurs façons d'aller chercher ces anomalies. On peut les chercher dans la tumeur, puisque quand vous êtes opéré ou quand il y a des biopsies, on peut faire des analyses de la tumeur. Et dans ce cas-là, on va voir deux anomalies, puisqu'il y a les deux copies abîmées. Et on ne sait pas laquelle des deux était déjà présente. Donc, il faut aussi faire une analyse sanguine pour regarder dans les cellules du sang, qui sont les cellules normales, en fait, dans l'ADN normal, si on trouve déjà cette mutation de départ. Alors, dans quelle situation on va se dire, bah, c'est peut-être génétique cette histoire? En fait, il y a un peu des grands principes. Déjà, quand la tumeur arrive à un âge beaucoup plus jeune que ce qu'on a l'habitude de voir. Pour des personnes qui ont donc, je vous le disais à l'instant, des cancers multiples ou des cancers des deux côtés. Et puis, parfois, il y a des associations aussi avec d'autres types de cancers qui sont évocatrices du coup d'une histoire génétique, et c'est ce qu'on appelle le spectre tumoral. Donc nous, en génétique, on sait qu'il y a certaines tumeurs qui vont ensemble en génétique, et quand elles sont rassemblées chez une même personne ou dans une même famille, et du coup, ça, c'est une raison d'aller chercher une histoire génétique. Donc évidemment, l'histoire familiale, le fait que dans la famille, il y ait d'autres cancers, soit d'autres mélanomes uvéaux, soit des cancers qui vont avec, ça fait aussi penser à une histoire de génétique. Et dans ce cas-là, l'ophtalmo ou l'oncologue qui vous suit va vous orienter vers une consultation de génétique. Et c'est dans cette consultation, à quoi ça sert en fait? Qu'est-ce qu'on va y faire? En fait, chercher et éventuellement trouver une histoire génétique, une prédisposition génétique, ça peut être une explication, ça c'était pourquoi moi, mais ça peut aussi avoir un intérêt pour être surveillé de façon plus adaptée si on sait qu'il y a un risque d'autres tumeurs ailleurs, par exemple. Et puis, il y a toujours la question, souvent, qui arrive, et pour mes enfants et pour ma famille, quel est l'impact en fait? Et donc, si on trouve quelque chose de génétique, évidemment, on va donner un meilleur conseil pour les autres membres de la famille et leur proposer de faire des tests génétiques à leur tour. Et puis, dans certaines situations, pas toujours, mais ça peut arriver dans le mélanome uvéal, le fait de savoir qu'il y a une anomalie génétique, une prédisposition, ça peut permettre d'adapter les traitements qui sont proposés. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut. Si on rentre plutôt dans les prédispositions au mélanome uvéal, ce qu'on sait, en fait, c'est que les cas familiaux de mélanome uvéo sont très rares. En fait, ça représente à peu près 1% des diagnostics où il y a déjà une forme dans la famille, donc c'est vraiment pas fréquent. Donc la plupart du temps, si vous êtes atteint, vous êtes le premier dans votre famille à avoir ça. Mais c'est vrai que quand il y a une histoire familiale, c'est une très bonne raison d'aller se poser la question d'une forme génétique. Il y a, je vous disais, des cas qui surviennent très jeunes, en sachant que pour le mélanome uvéal, l'âge moyen, on est plutôt aux alentours de 56 ans. Donc parfois, on a des âges beaucoup plus jeunes. Et puis, il y a certaines familles où il y a d'autres cancers. Et donc, toutes ces situations ont été étudiées en recherche et ont permis d'identifier des gènes qui peuvent expliquer ça. Alors, il y en a peu, en fait, de gènes qui sont connus et qui sont vraiment utilisés en diagnostic. Il y en a un qui s'appelle BAP1, dont je vais vous parler, et puis un qui est beaucoup plus récent, qui est encore à la frontière entre la recherche et le diagnostic, qui s'appelle MBD4, mais dont je vais vous parler également. Ces deux gènes-là, en fait, se transmettent sur le modèle que je vous ai déjà expliqué, qui est un modèle autosomique dominant, c'est-à-dire que la personne porteuse, donc quand on est colorié, là, c'est une personne qui a un mélanome uvéal, qui est porteuse de l'anomalie, elle a un risque sur deux de l'avoir transmis à ses enfants. Donc c'est le modèle de une copie est abîmée, une copie est normale. Et quand on dit qu'il y a une pénétrance incomplète, ça veut dire que quand on est porteur d'une anomalie, on n'est pas forcément malade. On ne développe pas forcément un cancer, pas forcément un mélanome uvéal. Et donc après, il y a la question de quel est le pourcentage, on va dire, de risque d'être malade qu'on ne connaît pas toujours très bien. Alors, je vais commencer par BAP1 parce que c'est la prédisposition qu'on connaît le mieux et depuis le plus longtemps. Je ne vais pas essayer de ne pas vous perdre dans les détails techniques, mais en fait, c'est une protéine qu'on connaît et qu'on classe dans une catégorie qu'on appelle les gènes suppresseurs de tumeurs parce que justement, elle est importante pour éviter d'avoir une tumeur. Et donc, si elle ne fonctionne plus, si la protéine ne fonctionne plus, du coup, elle laisse se développer des tumeurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est impliquée dans différentes voies dans la cellule qui sont vraiment importantes pour que la cellule reste normale.
Et donc, en 2011, en fait, il y a eu plusieurs publications qui ont rapporté des familles avec des mélanomes uvéaux, là c'est en rouge, et puis d'autres types de cancers. Vous voyez, c'est pas en rouge, c'est des histoires de tumeurs de la peau en particulier. Et puis, il y a une autre publication qui disait, attention, il peut y avoir aussi des histoires au niveau du poumon. Voilà, donc ça, je vais vous expliquer. Et en fait, on s'est aperçu en cherchant ce gène dans différentes familles où il y avait plusieurs mélanomes uvéaux que ça expliquait à peu près 20% des cas familiaux. Donc, ça n'explique pas tout, clairement, hein. Alors, APA1, en fait, il peut s'exprimer sur différents organes. Et donc, quand on est porteur d'une prédisposition, on n'a pas tout. Mais on peut avoir différents signes qui se combinent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, ce qui va plus vous concerner, c'est le mélanome uvéal. On a un âge moyen, vous voyez, qui est un petit peu plus jeune que les 56 ans que je vous ai dit tout à l'heure, mais pas forcément ultra jeune. Et puis, on a d'autres tumeurs qui peuvent être associées sur le cancer du rein, donc des cancers du rein, des mésothéliomes qui sont des cancers du poumon, donc là on va être sur des tumeurs, et puis au niveau de la peau, soit des cancers, donc des mélanomes, c'est les fameux cancers qui ressemblent à des grains de beauté, mais aussi des lésions de la peau qui sont bénignes, donc qui sont pas, enfin des carcinomes vasocellulaires, qui sont des cancers mais moins embêtants que les mélanomes, et puis des tumeurs bénignes qui sont assez spécifiques en fait, quand on les analyse, qui sont assez spécifiques de ce gène, donc qu'on sait reconnaître, et qui ne sont pas cancéreuses. En fait, donc l'association de ces différents signes, ou de plusieurs de ces différents signes, évidemment, fait penser à ce gène-là. En fait, on n'a pas d'estimation de risque très fiable aujourd'hui pour dire qu'une personne porteuse, elle a tant de pourcentage de risque de développer telle ou telle atteinte. On sait que c'est un risque supérieur à la population générale, mais on ne sait pas si c'est 90%, 70%, 50%. Il y a encore des études en cours pour évaluer ça. Alors, je vous montre comment ça marche. En fait, c'est ce que je vous disais au départ, dans un œil normal et dans tout l'individu, en fait, on a 2 copies du chromosome 3, qui est le chromosome qui porte ce gène-là. Il y a une copie qui va être abîmée, héritée souvent d'un parent, et puis une copie qui va être normale. Et ce qui se passe, c'est que le deuxième événement, je vous disais, il faut perdre la copie normale. En fait, c'est dans la tumeur, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une monosomie 3, c'est-à-dire qu'on perd la copie normale du chromosome 3, et donc on n'a plus qu'une copie abîmée, et ça fait que la tumeur va se développer. Et donc ça, c'est peut-être une notion que vous avez vue dans des comptes rendus ou entendus, parce que c'est très fréquent, la monosomie 3, dans le mélanome uvéal. C'est une des anomalies fréquentes et qui explique du coup qu'on perd la copie normale quand on a une anomalie sur un gène qui est sur ce chromosome. Je vous mets un exemple, mais c'est une famille, voilà, un peu comme on pourrait observer, d'associations de différents cancers avec donc une personne ici qui a un mélanome uvéal, mais qui a une maman qui a eu un cancer du rein et puis une sœur qui a eu un mésothéliome. C'est une tumeur pulmonaire particulière, comme on voit par exemple dans les expositions à l'amiante. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple, mais toutes les familles sont différentes et peuvent avoir des histoires différentes. Il y a qui n'est pas coupé parce qu'il y a un peu de bruit de fond. Je ne sais pas si vous pouvez faire attention un peu au micro. Je continue. Du coup, je ne vais pas vous détailler tout ce tableau, mais pour vous dire qu'il y a des recommandations de suivi qui ont été publiées en 2016, qui sont des recommandations qui sont basées sur des avis d'experts, parce qu'il n'y a pas d'études d'estimation de risque qui permettent vraiment d'avoir des données solides, mais en tout cas, c'est sur des avis d'experts. Et il n'y a aujourd'hui pas de recommandations françaises pour la surveillance. Et donc, si on se base sur les recommandations internationales, il va y avoir différents types de surveillance qui vont être une surveillance dermatologique de la peau, parce que vous avez vu qu'il peut y avoir différentes lésions sur la peau, donc un examen de la peau par un dermatologue tous les ans, à partir de 18 ans. Une surveillance du fond d'œil pour dépister le mélanome uvéal, en sachant que les recommandations internationales demandent de commencer à partir de 11 ans, donc déjà chez les enfants. Mais que les formes pédiatriques sont quand même extrêmement rares et qu'en France, on discute plutôt ça à partir de 18 ans. Mais voilà, c'est pas encore tout à fait fixé, ça peut se discuter en fonction de la famille, évidemment. Pour tout ce qui est pulmonaire, il n'y a pas de recommandation claire, plutôt d'éviter l'exposition à l'amiante. Et s'il y a eu un contexte d'exposition, là, on fait une surveillance par imagerie, mais pas en systématique. Et puis, on fait une surveillance du rein qui n'est pas très compliquée, mais qui est basée sur une échographie et des IRM en alternance, en fait, pour le rein à partir de 30 ans, donc plutôt à l'âge adulte.
Ensuite, j'arrive sur ce fameux nouveau gène qui s'appelle MBD4, qui est un gène qui a été identifié en fait par l'équipe de l'Institut Curie. Vous voyez que c'est Manuel Rodriguez, le premier auteur du papier, qui en fait, je vous raconte un peu l'histoire parce que je trouve que c'est une belle histoire de recherche, qui a été identifié parce que un des patients de Curie en fait avait un mélanome métastatique et en fait a été traité par immunothérapie avec une très très bonne réponse assez exceptionnel. Et du coup, ça a interrogé un peu les médecins et on s'est posé la question de finalement qu'est-ce qui donnait cette très bonne réponse à l'immunothérapie. Et ça, en fait, c'est dans la tumeur qui a été analysée, il y avait une signature très très particulière et très spécifique qui a guidé vers ce gène MBD4. Alors en fait, cette signature, c'est peut-être un peu compliqué, mais juste pour vous expliquer, on peut regarder quand on a une tumeur, en fait, c'est une cellule anormale. Dans les cellules anormales, il y a des anomalies génétiques, il y a des mutations. On peut compter le nombre de mutations et habituellement, les mélanomes uvéo sont très peu mutés. Il y a quelques mutations qui donnent la tumeur, mais finalement très peu. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, sur des tumeurs un peu, des mélanomes uvéo un peu témoins, il y a très peu de mutations. Vous voyez, on n'est pas à zéro, mais on est un tout petit peu au-dessus. Et par contre, chez cette patiente, il y avait beaucoup de mutations, plus de 200. Et ça, c'est ce qu'on appelle un profil hypermuté, et ça explique pourquoi l'immunothérapie marche bien. Et quand on va voir dans le détail ces mutations, eh ben, on s'aperçoit que c'est un type particulier de mutation. C'est des mutations de C vers T. Voilà, vous savez que dans l'ADN, il y a des A, des C, des T, des G. Ben là, c'est toujours un peu le même type. Et ce type de mutation, ça a orienté vers une anomalie d'un système qui répare d'habitude ces mutations, qui s'appelle le système Base Excision Repair, et en particulier ce gène MBD4 qui est responsable de la réparation de ces anomalies. Et donc, on a trouvé dans la tumeur deux anomalies du gène MBD4, et finalement, en allant regarder au niveau du sang, on s'aperçoit qu'une était déjà présente au niveau sanguin et donc était une mutation constitutionnelle. Donc, on est vraiment dans un modèle de prédisposition constitutionnelle. Et du coup, devant cette histoire, on peut se dire peut-être que c'est une histoire accidentelle, mais quand même, on s'est posé la question. Il y a eu une deuxième étude côté recherche pour regarder chez plein de patients qui avaient eu des mélanomes uvéo sur leur prélèvement qui était pour la recherche. Et en fait, ça a permis d'identifier 11 nouvelles personnes qui avaient une mutation de ce gène. Et en regardant un peu leur histoire, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de cas avec bilatéraux, ce n'était pas des cas familiaux, il n'y avait pas d'âge particulièrement plus jeune. Donc, on n'est pas dans des critères qu'on a habituellement pour reconnaître ces familles où il y a une prédisposition. Et par contre, en regardant les tumeurs, donc les mélanomes uvéo, on retrouvait à chaque fois cette signature spécifique avec beaucoup de mutations et la perte du chromosome 3 qui donc correspond à la perte de l'allèle normal. Et donc, c'est le même modèle que BAP1, puisque MBD4, il est aussi sur le chromosome 3, et dans la tumeur, on perd le chromosome 3, donc on perd la copie normale. Et donc, depuis ce travail-là, en fait, il a été décidé à l'Institut Curie d'ajouter le gène MBD4. Cette fois-ci, on n'est plus en recherche, mais en diagnostic, donc de proposer une analyse diagnostique en consultation de génétique. Donc, ça a commencé en juillet dernier. Et donc, on a fait deux choses. On est revenu vers certains patients, peut-être certains d'entre vous, quand il y avait eu une anomalie identifiée dans le cadre de la recherche pour savoir si vous souhaitiez qu'il y ait une vérification, parce qu'il faut toujours vérifier dans un cas de diagnostic ce qu'on trouve en recherche. Ça nous a permis aussi de compléter les antécédents familiaux pour savoir si on trouvait d'autres cancers dans les familles. Et puis, on a proposé ces analyses à des patients qui avaient été vus en consultation de génétique, depuis juillet, et on a trouvé 2 nouvelles familles en plus de ces 11, donc ce qui nous met au total 14 familles avec une mutation MBD4 identifiée, ce qui commence à être un peu significatif. Et on a proposé de faire des tests aux autres membres de la famille qui le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est proposé. Et puis nous, on travaille aussi sur les autres tumeurs dans les familles pour rechercher ces fameuses signatures spécifiques, savoir si les autres tumeurs sont en lien avec l'anomalie de ce gène. Alors, il y a 2 personnes en particulier avec qui vous avez été peut-être en contact, qui sont des membres de mon équipe, donc Marine Lemantec, qui est conseillère en génétique, et puis Marie-Charlotte Villy, voilà, qui s'occupent particulièrement de cette partie-là du travail.
Alors, il y a encore beaucoup de questions et je vous disais en introduction que ce gène, il est un peu à la frontière du diagnostic et de la recherche parce qu'en fait, finalement, on a encore, c'est assez nouveau, donc on ne sait pas exactement s'il est très fréquent, si on va le trouver souvent quand on va tester les gens qui ont des mélanomes UVO. On ne sait pas exactement ce qui donne comme autre risque. Je vous disais, BAP1, il y a des cancers du rein, il y a des cancers du poumon. Là, pour l'instant, en dehors des mélanomes uvéaux, on ne sait pas trop. Il y a quelques autres publications rapportées avec des polypes au niveau du tube digestif, donc qui sont vus à la coloscopie, et du coup des polypes un peu plus nombreux et un peu plus jeunes que d'habitude. Donc ça fait partie des questions qu'on se pose. Et on ne sait pas tellement non plus quel est le risque associé de développer un mélanome uvéal quand on est porteur. C'est par exemple chez un enfant de quelqu'un qui aurait ça, s'il est porteur, on ne sait pas tellement si... On sait que le risque est augmenté, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et comme c'est quand même une tumeur très rare, le mélanome uvéal, même si le risque il est multiplié par 7, 8, 9, 10, en fait, ça reste quand même un risque très faible, en risque absolu. Et donc, la grande discussion en ce moment, c'est quelle surveillance on proposerait aux personnes porteuses. Bien sûr, une surveillance du fond d'œil, parce que ça paraît assez logique. On n'a pas tellement de raison de commencer chez les enfants. On serait plutôt à une surveillance à l'âge adulte parce qu'il n'y a aucun cas extrêmement jeune. Et puis, on serait probablement sur un rythme annuel. Et on se pose la question, pour l'instant, on a proposé aux gens qui ça avait été discuté de faire quand même une coloscopie pour ces histoires de polypes à dépister. Et puis, je vous le disais, il y a cette histoire de traitement, de finalement, quelle est la place de l'immunothérapie quand on sait qu'il y a ce type d'anomalie. Donc ça, c'est moins moi qui vais en discuter, mais ça fait partie aussi de l'intérêt de connaître son résultat par rapport à ce gène. Alors, en pratique, rapidement, comment ça se passe? Eh ben, il faut faire une consultation oncogénétique si on veut avoir une recherche de prédisposition. Donc, soit c'est votre médecin, oncologue, ophtalmo, qui vous en parle, soit on connaît déjà une anomalie génétique dans votre famille et là, vous pouvez vous adresser directement à une consultation. Il y a un cadre légal autour des tests génétiques en France, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Il faut que vous soyez informé que c'est possible et puis vous devez signer ce qu'on appelle un consentement éclairé si vous êtes d'accord pour faire l'analyse. Et puis, il y a un volet d'information à la famille qui est aussi un peu encadré par la loi, c'est-à-dire que quand on trouve une anomalie génétique chez quelqu'un, il est de son devoir d'informer en fait les autres membres de la famille qu'ils peuvent faire un test pour connaître leur statut génétique et choisir ou pas. Mais après, chacun choisit ou pas de faire le test. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, la personne qui a eu le résultat a comme obligation, en fait, d'informer sa famille. Alors après, nous, on est là pour aider, donner des supports, enfin voilà, il y a différentes façons d'informer, mais ce devoir d'information, il est vraiment important. Et puis, je voulais quand même parler des aspects psychologiques. Je pense que c'est vraiment important de souligner que faire un test génétique pour rechercher une histoire de prédisposition familiale, c'est pas toujours simple. Ça peut faire bouger un peu les choses dans la famille. Et que ça, c'est une phrase d'une patiente qui dit voilà, ça a l'air simple, c'est une simple prise de sang. En apparence, ça change rien, mais en fait, ça change tout. Alors, peut-être pas dramatiquement, mais en fait, ça change les choses et ça fait parler et ça change un peu les dynamiques familiales. Donc, faut pas hésiter à avoir. Enfin, nous, on travaille beaucoup avec les psychologues, mais il ne faut pas hésiter à verbaliser tout ça et à dire ce qui est compliqué. Et ça peut aider à cheminer quand il y a une proposition de test. Si on n'est pas complètement sûr, on peut toujours un peu prendre son temps pour y réfléchir. En pratique, avant d'avoir MBD4, ce qui se passait à Curie, c'est que la consultation d'oncogénétique était proposée par les médecins qui prennent en charge les mélanomes uvéaux s'il y avait des âges très jeunes ou des antécédents d'autres cancers dans la famille ou chez la personne. On voyait jusqu'à maintenant à peu près 50 personnes par an. Et en fait, depuis qu'on a mis MBD4 dans le panel, comme on ne sait pas très bien s'il y a une présentation familiale particulière, parce qu'a priori, il n'y a pas de cancer encore associé, puis il n'y a pas des âges très jeunes, on a proposé une consultation systématique pour tous les gens chez qui on diagnostique un mélanome uvéal. Donc, tous les nouveaux diagnostics ont une proposition de passage en génétique et une analyse des deux gènes BAP1 et MBD4 avec une proposition de prélèvement aussi pour la recherche. Pour nous, c'est une grosse augmentation d'activité parce que vous voyez que ça fait à peu près 300 nouveaux patients par an à Curie et c'est quelque chose qu'on a pu faire
grâce à l'arrivée d'une conseillère en génétique qui doit être connectée là, qui s'appelle Anaïs Leven et que vous avez peut-être pour certains déjà rencontré. Et donc, quand on aura un peu plus de recul, on pourra dire vraiment si cette consultation systématique, elle apporte quelque chose en termes de dépistage de formes génétiques. Alors en pratique, voilà, c'est le médecin qui vous en parle. Ensuite, lors de la consultation de génétique, qui peut se faire soit en vrai, soit à distance, on dessine un arbre généalogique, on vous informe à propos de la génétique, on vous fait signer un consentement éclairé si vous êtes d'accord pour faire l'analyse. Il y a un prélèvement qui est organisé, donc de sang et de salive. On fait ce qu'on appelle le panel mélanomuvéal avec les 2 gènes connus. Et puis, il y a 4 mois généralement avant d'avoir les résultats et selon les résultats, évidemment, ensuite, on adapte le suivi et s'il y a besoin, il faut ensuite prévenir les autres membres de la famille s'ils veulent faire un test. Là, il arrive que même dans les familles où on pense qu'il y a une histoire génétique, on ne trouve rien. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut faire un peu plus encore. Il y a maintenant un plan qui s'appelle le plan France Médecine Génomique, en fait, qui permet d'avoir accès à des analyses en génome complet, donc c'est beaucoup plus large. Et on propose ces analyses-là en trio, c'est-à-dire en faisant un prélèvement des 2 parents plus de la personne atteinte pour les gens qui, j'ai mis plus de 40 ans, mais pour les gens qui ont des diagnostics avant 40 ans, pardon. Donc ça, c'est possible que certains d'entre vous, on vous le propose, ou quand il y a des formes familiales aussi. Il y a donc tout ce qui concerne les facteurs de susceptibilité génétique et puis tous les facteurs non génétiques qui vont être abordés après par Marc-Henri, donc je vais pas m'étendre. Et puis bien sûr, vos prélèvements et votre accord sont extrêmement précieux pour avancer sur la recherche et voilà, il y a évidemment un lien très fort entre les équipes de recherche et les équipes cliniques, ce qui permet d'être très réactif et voilà, quand il y a des nouvelles découvertes, de les faire basculer en diagnostic dès que c'est possible. Je vous remercie du coup de votre attention. Je peux prendre des questions. Et puis, donc, je vous ai mis mon mail et le mail d'Anaïs Leven, donc, qui est la conseillère qui fait les consultations principalement pour les nouveaux cas de mélanomuvéo et que vous pouvez contacter si vous avez des questions. Il y a eu quelques questions déjà posées dans la conversation. Il y a eu quelques réponses déjà. Je proposerais peut-être pour lancer, si Madame Dely s'est connectée, peut-être si elle veut poser une question directement, ou sinon on va prendre une des questions qui arrivent. Je viens d'en voir une sur j'ai fait des prélèvements, mais j'ai jamais eu de résultat. Je peux répondre à ça peut-être? Oui, je t'en prie. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous ont accepté des prélèvements de sang pour la recherche, et ça c'est extrêmement précieux. Dans ce cadre, en fait, il n'y a pas de résultat qui est rendu quand c'est dans le cadre de la recherche. Simplement, vous avez un questionnaire qui est le consentement institutionnel de Curie où on vous demande si vous êtes d'accord ou pas pour être recontacté s'il y a un résultat qui a un intérêt médical. Souvent, vous dites oui. Après, chacun dit ce qu'il veut, mais si votre prélèvement a été analysé dans un cadre de recherche et qu'il y a des résultats utiles, là, vous êtes recontacté. C'est ce qu'on a fait pour les patients qui ont des anomalies MBD4. Par exemple. Mais par contre, si votre prélèvement a été analysé et qu'il n'y a rien, enfin que ça n'a rien donné pour vous individuellement, c'est normal que vous n'ayez pas de retour, en fait. C'est un point justement qui évolue depuis une dizaine d'années, puisque avant, là, franchement, il n'y avait pas du tout de retour pour les patients, ou extrêmement peu. Et on est dans une situation où on voudrait donner de plus en plus de retours, et en même temps, c'est très difficile parce que quand on fait de la recherche, on utilise des échantillons, c'est négatif, on ne revient pas forcément vers tout le monde. Envoyer un courrier aux 1200 prises de sang qu'on a réalisées, aux 1200 patients correspondant aux prises de sang qu'on a analysées, c'est compliqué. Donc il y a des travaux dans différentes universités et hôpitaux pour comment faire. Est-ce qu'on fait un site internet en ligne où le patient peut se connecter et voir si son échantillon a été utilisé pour de la recherche ou pas? C'est compliqué à mettre en œuvre et ça a été l'une des raisons pour laquelle on a organisé cette journée aussi avec les patients. C'est pour vous dire ce qui a été fait en recherche. On ne peut pas vous assurer que votre échantillon a été analysé, mais dire ce qu'on a fait avec les échantillons récents. Alors, si je peux rebondir, parce qu'il y a la dernière question là qui dit si on n'a pas eu de nouvelles de la recherche, c'est que ça vaut pas le coup d'aller en consultation de génétique parce qu'on n'a rien trouvé. C'est pas tout à fait vrai. Parce que la façon dont sont analysés les échantillons en recherche est moins
j'allais dire rigoureuse, c'est pas pour être négatif par rapport à la recherche, mais en tout cas quand même ne répond pas aux mêmes critères que ce qu'on fait en diagnostic. Et c'est pour ça que quand on trouve quelque chose en recherche, on le valide toujours sur un deuxième prélèvement en diagnostic. Et en particulier, si vous avez une histoire familiale ou personnelle qui vous semble quand même inhabituelle, il faut reposer la question parce que il y a des techniques d'analyse, des méthodes qui ne sont pas tout à fait les mêmes en diagnostic, en recherche. Donc, ça vaut le coup de nous réinterroger, en tout cas. Pour donner une illustration, là, dans l'un des articles que tu as montré, les plus de 1000 prises de sang qui ont été analysées pour chercher MBD4, il a été cherché que MBD4. BAP1 ou d'autres gènes n'ont pas du tout été recherchés. Donc ça n'élimine pas l'intérêt d'une constellation de génétique. Peut-être justement, la dernière question va être intéressante justement là, c'est donc, parce que c'est une question pratique qu'on se pose là, c'est que tu as dit qu'en prospectif, tous les nouveaux patients, on va essayer de les voir en constellation de génétique, mais rétrospectivement, tous les patients traités depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, est-ce que vous allez les absorber? Comment? En comparant par rapport aux autres cancers, hein, c'est exceptionnel. Moi, je ne connais pas d'autres cancers de l'adulte comme ça spontanément, où on va tester tous les patients sur un plan génétique. C'est exceptionnellement rare qu'on fasse ça. Il y a quelques cas, quelques tumeurs hyper rares où, pareil, il y a des tests systématiques. En fait, on pourrait, bien sûr, on peut revenir pour les patients qui ont été diagnostiqués avant septembre, on peut revenir enfin, si vous avez une demande, en fait, on vous verra. C'est assez compliqué pour nous d'avoir un afflux très massif et immédiat de beaucoup de patients, parce qu'en fait, ça fait beaucoup de consultations et beaucoup de tests pour le laboratoire. Mais c'est quelque chose qu'on peut étaler sur le temps. Et je pense que clairement, si vous avez une demande, et en particulier si vous avez une histoire un peu inhabituelle, familiale ou autre, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. C'est pour ça que j'avais mis les adresses mail là. Il n'y a pas d'urgence et ça peut être rediscuté au moment où vous passez à Curie pour, par exemple, pour un suivi ou autre. On peut s'organiser pour faire ça quand vous revenez, parce que je sais que vous êtes de toute la France et que parfois vous êtes loin, donc il n'y a pas forcément besoin de refaire exprès. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est vraiment une question de moyens humains pour absorber l'augmentation d'activité. Parce que là, je vous disais, on dirait que c'est des chiffres pas très importants, mais en fait, ça s'inscrit dans une consultation de génétique où on fait 5000 consultations par an. Donc voilà, tout ce qui est en plus est compliqué, mais n'hésitez pas. Si vous voulez, si ça vous intéresse et si vous voulez être mis en contact avec nous, soit en passant par votre médecin, soit directement par mail. Euh, et en fait, on a été capable parce que vous étiez déjà de base une très grosse équipe de génétique par la culture du BRCA, des cancers du sein, des cancers de l'ovaire. C'est pour ça que vous avez pu réussir à absorber. Juste une remarque, puis une question, puis je passe la parole pour une dernière question. La remarque d'abord, c'est que tout le monde te remercie. Donc, merci. En tout cas, il n'y a plus de message. L'autre, j'ai une question peut-être qui peut être illustrative. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question en disant: j'ai eu un mélanome uval à 32 ans, on m'a jamais proposé de test génétique. Et c'est vrai que par analogie, par exemple, le cancer de l'ovaire ou le cancer du sein, une femme qui a 30 ans qui fait un cancer de l'ovaire ou un cancer du sein, on va très très vite lui proposer une consultation génétique en urgence. Et là, il y a moins ce caractère d'urgence dans le mélanome uvéal dans la pratique clinique. Pourquoi? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave? Alors, c'est rarement urgent, en fait. C'est même quasiment jamais urgent. Par contre, c'est vrai que suivant les médecins, et en fait, les critères d'orientation vers une consultation d'oncogénétique sont moins systématiques en fonction de l'âge jeune et parfois sont seulement s'il y a d'autres histoires de cancer. Et donc, il ne faut pas hésiter à vous signaler vraiment parce que même si on n'a pas de preuves formelles qu'on trouve plus quand il y a des âges jeunes, comme maintenant on peut faire des analyses en génome et des analyses plus larges, clairement, je pense que ça vaut le coup de le faire. Ce n'est pas une faute de ne pas l'avoir fait parce qu'on sait quand même qu'on trouve très peu de mutations. Mais je trouve que maintenant, avec les connaissances qui s'élargissent, ça vaut le coup, en particulier pour les diagnostics jeunes, d'y revenir. Et une chose que je voulais signaler quand même, il y a des consultations oncogénétiques dans toute la France, hein, dans toutes les grandes villes de France. Il y a un maillage territorial qui est très bien fait. Donc, ce n'est pas obligé d'aller à la consultation de génétique de Curie. Mais le gène MBD4, par exemple, qui est un gène très nouveau, il n'est pas analysé dans les autres laboratoires. Et du coup, clairement, l'analyse, elle sera plus complète. Si vous venez à Curie, je prêche un peu pour ma paroisse.
mais tant qu'il n'est pas passé officiellement en diagnostic partout, voilà, il ne sera pas analysé partout. Et Euh, alors, à quel âge c'est jeune? ouais, c'est ça. Tout est relatif. En tout cas, par exemple, passer en génome complet, c'est 40 ans la barre qui a été retenue, donc pour les cas jeunes. Après, ça reste jeune après, mais c'est vrai que voilà, on va moins vous courir après. S'il y a pas C'est vrai que c'est beaucoup moins flagrant que pour les cancers de l'ovaire, le cancer du sein, parce que c'est ça dont on parle le plus dans les journaux et à la télé. C'est vraiment, ces patientes-là très jeunes ont une très grande probabilité d'être porteuses d'une mutation génétique de l'un des gènes de prédisposition, alors que le myélome uvéal, ça saute pas aux yeux. On a des patients très jeunes, des adolescents même, et c'est pas eux qui sont particulièrement porteurs de cette mutation BAP1. Donc c'est moins flagrant et il y a moins d'urgence comme ça dans ce cas-là. Il y avait une parce main qu'on levée. Ouais. trouve pas Il y avait une main levée de Madame Delis, et ensuite on passera à Marc-Henri Stern. Vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Delis. Merci, docteur Rodriguez, de me donner la parole. Merci à vous, docteur Colas, de toute cette démonstration qui est très intéressante. Je pense qu'en fait, vous vous inscrivez avec la génétique dans le futur. En ce qui concerne l'association de patients, dont je suis la présidente, c'est le présent. Et malheureusement, on peut constater que bon nombre d'ophtalmos ne font pas systématiquement un fond d'œil lors d'un changement de lunettes ou autre. Or, nous avons beaucoup de patients adhérents qui se plaignent au fond de fonds d'œil qui ne sont pas pratiqués ou des fonds d'œil trop rapidement faits. Alors, voyons dans le présent. Comment pouvez-vous sensibiliser de plus en plus les gens à ce cancer, à ce mélanome uvéal, et comment pouvez-vous sensibiliser les ophtalmos à prendre une responsabilité plus grande dans la détection de ce mélanome uvéal? Merci madame, merci docteur. Je pense que c'est plutôt une question. Merci, Madame Delis. Je pense que c'est plutôt une question pour les ophtalmos. Parce qu'effectivement, là, on parle des ophtalmos de ville. Et donc, je pense que c'est une bonne question pour la Société française d'ophtalmologie, la SFO, qui a un congrès d'ailleurs tous les ans au début du mois de mai habituellement. On pourra se mettre en contact par mail tous les deux et avec les ophtalmos d'ici de Curie, mais je trouve que ça peut être un courrier de l'ANPACO auprès de la présidence de la SFO pour se positionner en interrogeant, en posant cette question-là. Pourquoi les ophtalmologistes en ville ne font pas de fond d'œil ou très vite? Pourquoi est-ce qu'on ne les sensibilise pas plus à cela? Là, en fait, ici, nous, on va toucher que les ophtalmos oncologues et donc très peu d'ophtalmos, mais c'est les ophtalmos en ville qu'il faut toucher parce que c'est le maillage territorial, comme disait Christelle, qu'il faut absolument toucher. Et il y a une très grosse société savante qui touche vraiment très bien les ophtalmos. La SFO, à mon avis, va être le bon intervenant à solliciter. Tout à fait, je vous remercie. Mais il n'empêche que si on parle de génétique, vous partez de patients, donc de cette maladie qui existe, et la génétique, vous la faites sur des patients qui sont détectés porteurs de cancer de mélanome uvéal. Tout à fait. Et c'est Tout à fait. important, hein, ce point de sensibilisation des ophtalmos, c'est vraiment extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord. Je peux juste, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur POT1 que j'avais Bah, déjà vue en le fait. temps que Marc-Henri s'installe, tu peux répondre. Comme ça, on installe la Désolée, rotation. parce que je suis remontée dans les questions. Effectivement, je ne vous ai pas parlé du gène qui s'appelle POT1, P-O-T-1, parce qu'en fait, il y a assez peu de données dans la littérature pour vraiment affirmer que ce soit un gène diagnostique. Alors effectivement, hein, il a été identifié chez les patients avec des mélanomes uvéaux et il est associé à d'autres risques, en particulier de mélanome cutané, par exemple. Et donc la question de la prise en charge des autres personnes porteuses dans la famille est vraiment... Enfin, on a vraiment très peu de données pour dire quel est le risque, est-ce qu'il faut être surveillé? Certainement. Enfin, quand il y a un cas de mélanome uvéal, il faut certainement surveiller le fond d'œil. Après, sur les âges et les niveaux de risque, on n'a aucune donnée. Mais si vous vous interrogez, parce que je vois qu'il y a la personne qui a posé la question, n'hésitez pas à nous contacter en génétique. On refera le point de façon plus individuelle en fonction de l'histoire familiale. Mais malheureusement, pour l'instant, dans la littérature, il y a 2 mutations POT1 rapportées avec des mélanomes uvéaux.
un troisième variant, mais qui n'est pas très convaincant. 0 données familiales, donc on sait très peu, mais probablement que votre histoire, elle est simplement pas publiée, et c'est d'autant plus, je souligne d'autant plus l'importance du lien avec la recherche et du fait de publier en fait les histoires inhabituelles familiales, parce que c'est ça qui permet de faire augmenter les connaissances et d'avancer, quoi. Très bien. Merci Christelle.